Les États-Unis, en tant que gouvernement, ont violé les droits humains de ma famille et de moi-même. Le consul général des États-Unis à Francfort n'a pas voulu admettre que mon fils était mort. Il a dit « Non, vous voulez utiliser la mort de votre fils pour émigrer aux États-Unis. » Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont toujours pas excusés pour ce qu'ils avaient fait à la démocratie. La tendance, c'est de détruire les familles. La tendance, c'est d'éradiquer la moralité. Toute loi n'a pas été conçue pour la justice. Prenez l'époque de Hitler et des nazis. La loi a été façonnée dans l'objectif de tuer les gens. Nous, les citoyens du monde, nous devons nous réveiller. Si nous dormons, si nous n'agissons pas, nous nous réveillerons un jour dans une dictature. Bonjour Dr Irambomi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous venez de loin. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler de sécurité humaine et de droits funéraires. Vous êtes un avocat pénaliste international de renom et un agent spécial pour la lutte contre la discrimination. Vous êtes connu pour votre engagement en faveur des droits de l'homme et pour votre lutte contre la discrimination. Au cours de votre carrière de plusieurs décennies, vous n'avez pas seulement exercé le droit en Allemagne, mais vous avez également proposé votre expertise à des institutions prestigieuses telles que les Nations Unies, le Parlement européen, le Bundestag allemand et le Parlement de l'État de Hesse. Vous travaillez en Europe en tant qu'avocat spécialisé en droit international et vous vous concentrez particulièrement sur la lutte contre la discrimination. En quoi consiste votre travail exactement? Est-ce que vous pourriez en dire deux mots à nos téléspectateurs? Merci beaucoup de m'avoir invité et merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter notre projet. Je suis, vous l'avez dit, agent spécial pour la lutte contre la discrimination en Allemagne, à Francfort. Nous tentons une nouvelle approche à Francfort pour lutter contre l'injustice. C'est également une bonne chose que les gens en Europe, en Amérique et partout dans le monde sachent ce que nous mettons en œuvre pour rendre la société meilleure et plus juste. Nous aurions la capacité de vivre plus heureux. Le bonheur est un droit fondamental pour tous. Et mon travail, c'est justement de rendre la justice, car je suis avant tout avocat pénaliste. Beaucoup de gens sont en prison ou ont été arrêtés, mais ils ne sont pas vraiment des criminels. Nous, les avocats pénalistes, nous nous battons pour ce qui est juste et pour rappeler ce qu'est la justice. Ça, c'est une partie de mon travail. L'autre partie de mon travail consiste à réfléchir à la façon dont nous pouvons créer une institution pour que les gens se sentent mieux et qu'il n'y ait plus d'injustice. Car les choses injustes, ça rend les gens malades. Si vous vous sentez injustement traité, vous aurez beaucoup de problèmes psychologiques. Mon travail à Francfort, c'est de réfléchir à une façon d'éliminer les causes de l'injustice. Parce que le gros problème dans cette société, c'est que si vous êtes seul et que vous êtes victime d'injustice, vous aurez besoin d'aide. Et si nous pouvions avoir des organisations officielles qui aident les gens dans ces situations, par exemple, dans chaque école ou dans chaque hôpital, les gens seront peut-être encouragés à agir mieux au sein de la société. Oui, puisque vous parlez d'injustice, je vous propose qu'on revienne sur une étape spécifique de votre parcours. Malgré votre longue carrière juridique et vos liens étroits avec l'Allemagne, le pays dans lequel vous exercez, vous avez été en 2019 interdit d'entrer aux États-Unis pour assister aux funérailles de votre fils. Quand j'ai appris cette information, j'ai été vraiment choquée. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience? Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? C'est une situation très difficile pour moi. Ce n'est pas facile de répéter encore et encore ce qui m'est arrivé. Les États-Unis, en tant que gouvernement, ont violé les droits humains de ma famille et de moi-même. Les États-Unis d'Amérique ne m'ont pas permis d'enterrer mon fils alors qu'il était mort.
Et j'ai essayé de demander au gouvernement américain, pourquoi ne me donnez-vous pas de réponse? Pourquoi ne me donnez-vous pas le droit de me défendre? Pourquoi ne prenez-vous pas la peine de rédiger une réponse écrite à ma requête? Quelle est la raison pour laquelle un père n'a pas le droit d'enterrer son propre fils? Les États-Unis d'Amérique ne m'ont donné aucune réponse. La chancelière allemande, le Parlement européen et le maire de Francfort, beaucoup de personnes très célèbres dans le monde ont souhaité me venir en aide. Ils ont également adressé leurs doléances au gouvernement américain. Mais aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ils ne m'ont jamais répondu. Et ils n'ont jamais répondu au public. Et pourtant, ils ont le devoir d'expliquer pourquoi le gouvernement américain a violé ce droit fondamental de chaque parent d'enterrer son propre enfant. Et quelles sont les raisons spécifiques invoquées par le gouvernement américain pour ce refus de vous accorder un visa dans cette situation? Je n'ai jamais reçu de réponse écrite en provenance du gouvernement américain. Je les ai interpellés et ils doivent me répondre. Aujourd'hui, je ne connais pas la raison officielle du refus. Mais ce que je pense, c'est que le consul général des États-Unis à Francfort n'a pas voulu admettre que mon fils était mort. Il a dit « Non, vous voulez utiliser la mort de votre fils pour émigrer aux États-Unis. Nous ne vous permettons pas d'émigrer aux États-Unis. » J'ai dit « J'ai un visa de 10 ans. Cela fait plus de 20 ans que je passe mon temps aux États-Unis. Quelle est la raison de votre refus ?» Il a refermé la fenêtre et ne m'a jamais donné de réponse. Et à l'heure actuelle, on n'est toujours pas revenu vers moi. J'ai essayé de prendre contact avec un nouvel agent pour demander ce qui s'était passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement américain ne m'a toujours pas donné de réponse. Comment est-il possible qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font? Parce que vous n'êtes pas le seul, hein. Ces dernières années, il y a eu de nombreux cas où des demandes de visa ont été refusées dans des circonstances plutôt controversées. Est-ce que vous pensez que les politiques d'immigration actuelles des États-Unis conduisent à des pratiques discriminatoires? Le principal problème est que le gouvernement américain ne veut pas s'en remettre à la loi américaine. Je vis en Europe depuis plus de 40 ans et ils me disent qu'ils n'acceptent pas ma nationalité européenne parce que je suis né dans un autre pays. Quel pays? Est-ce que vous pouvez juste préciser? Je suis né en Perse. Et parce que je suis né en Perse, je suis soumis à une loi spéciale. En fait, ils généralisent. Ils criminalisent les gens sans aucune raison légale. Ce qu'ont fait les nazis avec le peuple juif. Même si vous n'étiez pas juif, il suffisait que vos parents soient juifs pour que vous soyez tués. Le gouvernement américain fait exactement la même chose en 2024 avec des personnes comme moi qui luttent pour la justice et qui vivent en Europe depuis plus de 40 ans. Ils criminalisent notre peuple. Le peuple perse n'est pas un peuple terroriste. Si vous voulez éliminer le terrorisme, vous devez éliminer sa racine, pas les gens qui vivent une vie normale, un père, une mère, une sœur. C'est injuste ce que fait le gouvernement américain contre les Perses dans le monde. Est-ce que le peuple perse est la seule cible? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont également concernés par ce genre de situation? Le gouvernement américain a fait une loi qui, selon leur théorie, est une excellente façon d'assurer la sécurité dans leur pays. Mais dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. Parce que s'ils voulaient vraiment éliminer la cause du terrorisme, ils ne coopéreraient pas avec les terroristes. Ils ne travailleraient pas avec des groupes qui tuent des gens en Irak, en Afghanistan et partout ailleurs. Le gouvernement américain a réalisé en 1953 un projet de la CIA, le projet Mossadegh, qui a écrasé les gens qui voulaient la démocratie.
Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont toujours pas excusés pour ce qu'ils avaient fait à la démocratie. Et maintenant, ils s'en prennent à nous, les Perses émigrés en Europe. Nous voulons être comme les autres. Vous ne pouvez pas nous dire « vous êtes allemand, ou bien français, ou italien », mais nous ne vous acceptons pas parce que vos parents ont eu le tort de naître en Perse, ou que vous êtes né en Perse. C'est contre la loi américaine. Est-ce que vous appelleriez ça de la discrimination? Bien sûr, c'est une violation des droits de l'homme. Le droit aux funérailles est un droit humain universel. Et chaque gouvernement dans le monde doit désormais comprendre que nous, citoyens du monde, nous formons le gouvernement. Le gouvernement doit rendre la vie plus facile aux gens, et non les tuer parce qu'ils veulent avoir plus de pouvoir. Nous, les citoyens du monde, nous devons nous réveiller. Si nous dormons, si nous n'agissons pas, nous nous réveillerons un jour dans une dictature. Mon travail consiste à dire aux gens de ce monde, s'il vous plaît, ne vous endormez pas. Chaque jour, il faut désormais se battre pour la justice, pour que cesse la violence et les activités criminelles du gouvernement, commises au nom de la loi. Toute loi n'a pas été conçue pour la justice. Prenez l'époque de Hitler et des nazis. La loi a été façonnée dans l'objectif de tuer les gens. Vous devez combattre de telles lois, qui sont contraires aux droits humains. Et c'est notre travail partout dans le monde. Quelles réformes, selon vous, sont nécessaires pour rendre le système américain, européen et de façon générale plus juste et plus humain? Nous avons beaucoup de bonnes idées. Je ne suis évidemment pas la personne qui va changer le monde. Mais selon mon expérience, il faut que nous arrêtions de donner des chèques en blanc au gouvernement pour qu'ils agissent à leur guise. Nous ne devons pas permettre au gouvernement d'agir comme s'ils étaient des dieux. Les gouvernements sont le produit de la société. Les gouvernements sont le produit d'élections libres. Les gouvernements sont là pour travailler pour les gens. Si nous voulons que les peuples soient mieux gouvernés, les gouvernements se doivent d'écouter ce que les peuples leur suggèrent. Mon idée, c'est que nous mettions en place un nouveau système de démoscopie. Nous avons besoin d'un nouveau processus permettant d'améliorer la société. Une démocratie avec démoscopie. Avec un système de démoscopie, cela signifie que les gouvernements pourront savoir ce que les gens pensent et comment ils se positionnent par rapport à différents problèmes sociétaux. Par exemple, si vous voulez savoir s'il est nécessaire de fermer une rue, il est préférable que vous demandiez aux gens qui y vivent ce qu'ils en pensent. Dans un système démoscopique, nous pouvons proposer de meilleures lois et nous pouvons sans cesse les corriger. Au bout de quelques années, nous pouvons vérifier si ces lois ont été bien reçues par les gens. Dans une démocratie avec démoscopie, plus personne ne pourra abuser du pouvoir. Et cela coûtera beaucoup moins cher que d'avoir seulement des experts et des politiciens qui font les lois. Parce que les politiciens, la plupart du temps, ils ne connaissent pas les sujets spécifiques dont ils parlent. Et ils doivent se soumettre à des lobbies qui veulent seulement faire du profit. Actuellement, nous avons des tensions entre le peuple d'un côté et les lobbyistes et le gouvernement de l'autre. La plupart de ces derniers sont entre les mains des partis politiques. C'est le problème principal en politique. Nous avons affaire à des démocraties de partis, et non à des démocraties du peuple. Et la démocratie de parti est très problématique. C'est une dictature. Ce n'est pas une vraie démocratie. On peut trouver de tout dans un parti politique, mais vous ne saurez jamais si ce qui s'y trouve est le produit de la volonté du peuple.
Les partis essaient toujours de se servir de la démocratie pour arriver au pouvoir. Ils ne coopèrent pas ensemble, même dans les cas où une coopération serait bénéfique, aux habitants d'une ville par exemple. Ils ne coopèrent pas. Cela ne pourra pas durer. Nous devons renverser cet ordre mondial du passé. Nous avons besoin de créer notre propre système. Il faut que les gouvernements travaillent ensemble. La sécurité ne doit pas être définie sur la base de questions militaires et géopolitiques, mais elle doit reposer sur la sécurité humaine. Oui, c'est une toute autre histoire. Vous pensez que nous devons revenir aux valeurs humaines? Peut-être finalement que nous avons perdu quelque chose en chemin? Qu'est-ce que vous en pensez? L'un des plus gros problèmes en politique, c'est que l'être humain n'a plus de valeur. Les gens qui travaillent en tant que politiciens ne se mettent pas suffisamment à la place des gens. Ils s'identifient seulement à leur propre parti. Et c'est également la raison pour laquelle nous avons tellement de guerres dans le monde. Si les gens étaient en mesure de prendre des décisions pour nos nations, nous n'aurions pas eu dans le passé autant de conflits internationaux et de guerres. Ces hommes d'État font la guerre, et nous, les peuples du monde, nous devons nous soumettre à ces hommes d'État. C'est ce qu'ils souhaitent. Voilà le message que je veux faire passer. Nous, les peuples du monde, nous devons nous réveiller. Nous voulons avoir des Nations unies, pas des gouvernements unis. Nous sommes actuellement à Genève. Et vous savez, tout le monde ici parle des Nations unies. Mais aucune nation n'a son mot à dire, car les peuples du monde ne sont pas entendus. On a seulement des gouvernements unis. Et on ne peut même pas parler de gouvernement uni, parce que finalement, il n'y a que 5 gouvernements avec droit de veto qui prennent les décisions pour tout le monde. Nous devons donc réformer l'ONU. Nous devons réformer le Conseil de sécurité. Et nous devons trouver un moyen pour que les gens de ce monde puissent être partie prenante du processus législatif. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la ville de Francfort. Et nous en sommes très heureux. Je suis très heureux de vivre dans un pays qui me donne le droit de faire partie de la réforme du système, de façon pacifique et en coopérant. Et j'espère que ce système politique à Francfort et tout ce que nous faisons en tant qu'agents spéciaux pour la lutte contre la discrimination pourra plus tard apporter à d'autres personnes dans le monde et à d'autres villes dans le monde des messages plus positifs. Est-ce que vous pourriez donner un exemple ou des exemples de la façon dont vous avez changé le système à Francfort? Regardez, c'est un système très compliqué. Pour vous décrire en quelques mots ce qu'un agent spécial pour la lutte contre la discrimination doit faire, je dirais voir, dire et résoudre la discrimination. Voir, dire et résoudre. Pour chacune de ces étapes, nous avons besoin d'un système institutionnel. Si vous voulez voir, vous devez avoir dans les écoles, dans les piscines, dans les hôpitaux, dans les cimetières, partout, des gens qui peuvent vous donner des critères qui définissent le bien et le mal. Si vous avez ces informations, vous avez alors la capacité de voir les problèmes. Et vous avez l'obligation d'en parler. Des critères précis sont nécessaires pour que les gens puissent repérer les problèmes lorsqu'il y en a. Et les gens qui sont dans la politique et qui veulent prendre des décisions doivent connaître les critères du bien et du mal et résoudre les problèmes sur la base de cette connaissance. Pour établir ces critères, il ne suffit pas de tout refiler à l'administration ou au Parlement. Les gens doivent faire partie de la solution. Et c'est mon travail de coopérer avec les différents secteurs de la société pour leur permettre de s'unir dans l'adversité. Par exemple, en ce moment, je travaille avec les personnes âgées. Je m'occupe de la justice pour les personnes âgées. Parce que dans quelques années, plus de 40% des gens de notre ville auront plus de 50 ans. Et les personnes de 60 ou 70 ans
sont aux prises avec des problèmes totalement différents de ceux des jeunes. Le téléphone, la communication, la numérisation. Et les politiciens n'ont pas le temps de s'occuper de ces problèmes. Ils n'ont pas la possibilité d'amener du changement. Aujourd'hui, mon travail est d'identifier les défis des personnes âgées, des femmes âgées en particulier. Maintenant, il y a beaucoup de femmes âgées qui vivent seules. Elles n'ont pas d'enfants, ou alors, elles ont des enfants qui sont partis à l'étranger. Elles n'ont pas de mari parce que le mari est mort ou malade. Elles n'ont pas assez d'argent. Elles n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et donc ces personnes qui ont travaillé pour la société pendant 40 ans, voire 50 ans, ne font plus partie de la société. Elles ne peuvent plus aller au théâtre, elles ne vont plus au cinéma. Mon travail consiste à rassembler ces personnes et à leur donner la possibilité de faire de la musique ou d'étudier l'histoire. Par exemple, le mois dernier, j'ai organisé le rassemblement de personnes de différents pays. Ces personnes ont dû apporter de la poésie de leur pays et la lire aux autres. Nous avons pu ainsi entendre de la poésie de Corée, du Japon, de Bolivie, d'Iran, d'Allemagne. Et ça, c'est le début du changement. Et le mois prochain, ces personnes se réuniront à nouveau. Elles se préparent déjà, et c'est quelque chose de bien. Le droit au bonheur est l'un des droits humains universels les plus importants, et les gouvernements et les Nations Unies devraient s'en occuper davantage. Je sais également que vous travaillez parfois avec les services de la morgue. Il y a quelques jours, vous avez reçu un coup de fil vous annonçant le décès d'un jeune homme et vous appelant à coordonner l'enquête médico-légale. Ce garçon avait des problèmes familiaux. Le père était très absent, ce qui est souvent le cas dans les familles conflictuelles. Je sais que vous avez souvent été confronté aux conséquences de notre société actuelle, où la figure paternelle a été affaiblie. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je ne peux pas vous parler dans les détails du cas en question, désolé. En tant qu'avocat pénaliste, il m'est impossible de parler du cas en détail. Mais je peux vous dire qu'en général, dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont en prison, qui ont eu des problèmes avec la police ou des problèmes familiaux. Et l'une des causes de ces problèmes, comme vous le dites, c'est que nous sommes dans une société sans père. Une société sans père signifie, je peux vous expliquer d'une manière théorique très brièvement, mais la définition n'est pas complètement correcte. Sans père ne signifie pas forcément que vous n'avez pas de père. Il y a aussi la situation où vous avez un père, mais vous n'entretenez pas une bonne relation avec lui. Vivre dans une société sans père, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Jésus n'avait pas de père. Moïse n'avait pas de père. Le prophète Mahomet n'avait pas de père. Beaucoup de gens dans la politique n'avaient pas non plus de père. Le président des États-Unis n'avait pas de père. Beaucoup de présidents en Chine ou en Amérique du Sud n'ont pas eu de père. Et ça ne les a pas empêchés de devenir président. Même M. Obama, si vous vous renseignez, n'avait pas de père. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes sans père que vous êtes une mauvaise personne. Si on s'en tient à ces politiciens ou à ces personnes de la religion, on constate qu'être sans père peut conduire dans les hautes sphères du pouvoir. Mais d'un autre côté, cela peut aussi vous conduire en prison. J'ai vu beaucoup de gens qui sont des criminels, et quand on cherche à en apprendre un peu plus sur eux, on découvre que la plupart d'entre eux avaient des problèmes avec la figure du père, avec les règles paternelles. Et si vous creusez encore, vous apprendrez que ces jeunes étaient impliqués dans des conflits au sein de leur foyer. Et l'absence d'une figure paternelle forte est la raison pour laquelle ces jeunes ont fini par devenir des criminels. Ils veulent se rebeller. Ils ne veulent pas obéir à la loi. Ils veulent devenir riches le plus rapidement possible. Ils veulent régner dans les rues.
Ils veulent traîner loin de chez eux et finissent par fréquenter des gangs ou des groupes criminels. Parce que ces groupes criminels leur donnent le sentiment d'appartenir enfin à une vraie famille. Donc, sans père, ça signifie une famille en déséquilibre. Nous savons que la définition de la famille est en train d'être modifiée peu à peu. Le mot « famille » n'a plus la même signification qu'il y a 400 ou 500 ans. C'est même une définition différente de celle de 1968. Notre humanité est dans une nouvelle configuration où c'est l'individualisme, la personne qui est au centre des décisions politiques, et non plus le groupe, ses intérêts et les valeurs humaines. C'est un gros problème. Dans une société sans père, les enfants n'ont plus suffisamment d'opportunités d'apprendre ce qu'est la moralité et ce que sont les valeurs fondamentales. Ils ne savent pas comment nous sommes venus dans ce monde. Ils ignorent que nous ne sommes pas des immortels. Dans une société sans père, les gens finissent par oublier que nous ne sommes pas là pour toujours. Nous sommes venus et nous repartirons. Et c'est le défaut majeur des gens qui font la loi dans les parlements. Ils ne sont pas suffisamment solides pour protéger la situation des familles. La tendance, c'est de détruire les familles. La tendance, c'est d'éradiquer la moralité. Et notre travail consiste à prôner un retour des valeurs, à freiner la destruction de l'humanité et de l'unité des êtres humains. Est-ce que vous avez un exemple concret de la manière dont les lois actuelles éloignent les gens des valeurs, de la moralité et de notre humanité finalement? Je ne peux parler qu'en vertu de la loi allemande. Vous n'avez pas le mot « bonheur » ou « amour » dans la loi. Vous avez des mots plus généraux. Et les gens qui s'occupent de définir ces mots, par exemple au tribunal familial ou au tribunal pénal, la plupart d'entre eux ont tellement de travail qu'ils n'ont pas assez de temps pour penser à chaque cas particulier. Les gens pensent toujours qu'au tribunal, la justice fait de son mieux pour venir en aide aux gens. Et vous savez, lorsqu'en une journée d'audience, on doit revenir sur les 30 dernières décennies de la vie d'une personne, il est impossible de passer en revue tous les moments significatifs qu'elle a vécus. À l'heure actuelle, le fonctionnement des tribunaux est injuste. Les gens qui travaillent dans les tribunaux ont beaucoup de travail et peu de reconnaissance. Ils n'ont pas suffisamment de temps, pas suffisamment d'ordinateurs. Les juges sont très stressés, les gens impliqués dans la sécurité des tribunaux travaillent si dur. Et évidemment, cela ne suffit pas. Le ministère de la Justice ne reçoit pas suffisamment de fonds. Et c'est exactement ce que vous devez faire si vous voulez détruire la société. Il suffit de retirer l'argent au ministère de la Justice. C'est le plus gros problème de notre système judiciaire. Vous avez travaillé par le passé avec les Nations Unies et les parlements européens. Est-ce que vous avez œuvré à renforcer les droits des minorités en général? J'ai travaillé pour des membres du Parlement européen, pour le Parlement allemand ou également pour les Nations Unies. Et mon travail consistait, en tant que spécialiste, à préparer des documents ou des avis juridiques pour les membres de ces institutions qui souhaitaient proposer une nouvelle loi ou modifier une loi existante. Je leur apportais des informations et je leur expliquais comment procéder au mieux. En ce qui concerne la discrimination et le racisme, j'ai eu la possibilité de travailler avec la ville de Francfort depuis 1986. Dès 1986, j'ai aidé le gouvernement de Francfort à réfléchir à la façon de bien intégrer les personnes qui ne sont pas d'origine allemande, qui n'ont pas la nationalité allemande, mais qui vivent depuis longtemps en Allemagne. Elles travaillent, mais elles n'ont aucun droit politique.
Une partie de mon travail consistait à réfléchir à la façon dont nous pouvions améliorer la loi sur la citoyenneté et sur la nationalité. J'ai souhaité proposer une nouvelle réglementation pour que les personnes qui veulent faire partie de la société obtiennent des autorisations. Et une de mes tâches a été de modifier le concept de nationalité en Europe et de modifier le droit à la nationalité en Allemagne. À cette époque-là, il n'était pas encore permis d'avoir la double nationalité. Il y a des gens qui soutenaient alors que la double nationalité poserait un gros problème pour le gouvernement. Mais j'ai réalisé un projet de recherche universitaire et nous avons pu apporter suffisamment d'éléments concrets permettant de freiner les abus en lien avec la double nationalité. Je peux donc l'affirmer aujourd'hui. J'ai contribué à cette révolution mondiale qui a permis la double nationalité. Car ma première thèse de doctorat concernait justement le droit à la nationalité et à la façon de l'améliorer. La publication de ma thèse a permis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en Allemagne. J'étais soutenu par les Nations Unies, car à cette époque, lorsque je faisais mon travail de recherche, j'étais en relation avec les Nations Unies. Nous avons donc pu avoir un nouveau système juridique en Allemagne. Et je suis heureux de continuer à travailler avec les Nations Unies, le Parlement européen, le Parlement allemand, et avec ma ville pour permettre une société meilleure, sans violence ni abus. Lorsque vous avez la nationalité du pays dans lequel vous vivez, vous avez la sécurité. Et pour moi, la sécurité de l'être humain est très importante. Nous avons eu il y a quelques semaines une réunion à l'Université des Nations Unies de Tokyo. J'ai donné une conférence sur la sécurité humaine. Et l'Université des Nations Unies me soutient dans mes recherches. Je suis très heureux de faire partie du projet de recherche de l'Université des Nations Unies. Comment pouvons-nous permettre à notre humanité de marcher vers un monde meilleur sans recourir à la violence et en renforçant la sécurité humaine? Tout ce dont vous parlez, ces changements révolutionnaires et sans violence, est-ce pour bientôt? Est-ce que vous avez l'espoir que les choses changent prochainement? Comment est-ce que vous voyez la situation? Si je peux vous expliquer cela de façon métaphorique, parce que j'ai étudié la chimie et le génie mécanique. Lorsqu'on étudie un matériau qui modifie son état, on se rend compte qu'il y a des exemples scientifiques qui pourraient s'appliquer à notre société, qui actuellement n'est pas dans un très bon état. Laissez-moi prendre l'image de l'eau. Lorsque l'eau reçoit suffisamment de chaleur, elle va se mettre à frémir. Lorsque l'énergie augmente encore, il y a ébullition. Les molécules d'eau vont alors se rassembler et s'évaporer. En une fraction de seconde, l'eau se métamorphose. Elle devient gaz. Mais il faut se souvenir qu'entre l'eau et le gaz, il y a toujours l'ébullition. Ma compréhension de notre société actuelle est que la métamorphose est imminente. Cela signifie qu'il y aura de nombreux remous, comme dans un processus d'ébullition. Nous atteindrons dans très peu de temps un standard plus élevé, et notre société pourra se métamorphoser. Les gens de ce monde seront plus unis. Je suis sûr que dans le futur, nous n'aurons plus de frontières, nous n'aurons plus de préjugés. Dans le nouveau monde, nous n'aurons plus cette partie de la population qui n'a pas accès à la nourriture en suffisance. Ce que nous souhaitons, c'est un monde où les gens puissent vivre ensemble et en paix. Sans gouvernement? Ou simplement des différentes nations unies? Je ne peux pas dire sans gouvernement, mais ma définition du gouvernement est différente de la définition qui est en vigueur actuellement. Si nous avons la démoscopie en démocratie, si nous avons la démoscopie dont j'ai parlé, nous pourrons avoir des gouvernements du peuple, pour le peuple, avec le peuple.
for the people, with the people. Merci beaucoup pour ce beau message et ce retour sur votre lutte contre la discrimination. Vous avez accompli un travail remarquable au cours de ces années. Et vos expériences, je parle également des épreuves personnelles que vous avez endurées, sont vraiment inspirantes. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir pour en reparler. Qui sait, quand la phase d'ébullition sera passée, peut-être que vous reviendrez dans quelques mois pour nous apporter de bonnes nouvelles sur l'état des lois en Europe et dans le monde. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci encore beaucoup d'avoir pris ce temps pour cet échange. Et merci également aux gens qui écouteront cet épisode.